On va commencer par parler un tout petit peu du pH. Là, vous avez un enzyme que vous connaissez bien, qui vous est familier, puisqu'on en a parlé juste avant, c'est la PFK, la phosphofructokinase. La phosphofructokinase, c'est elle qui, dans la glycolyse, s'occupe d'aller mettre un deuxième phosphate à l'exose, qui était le fructose, qui a déjà été phosphaté en position 6 et qui maintenant va l'être en position 1. On va se retrouver alors avec un exose biphosphaté. L'étape suivante sera de le couper en deux pour faire deux trioses phosphatés. Ça commence à ressembler à du pyruvate, à du lactate, à l'acétylcoenzymat. C'est normal, nous sommes en train de descendre la glycolyse. Cette phosphofructokinase, voici son activité en fonction du pH. pH en abscisse, activité en ordonnée. Vous voyez, quand le pH est élevé, eh bien, elle travaille très bien, totalement. Et elle travaille pareil que le pH soit très élevé, c'est un résumé non physiologique, 9 évidemment, ou normal. Au passage, à l'intérieur des cellules, là où elles se trouvent, le pH n'est pas à 7,40 comme il est dans le plasma, il est à le pH intracytosolique 7,21. C'est le pH de l'intérieur des cellules. La plupart des êtres vivants sur Terre ont un pH à 7,21. Une petite marge de rigolo multicellulaire dont nous sommes se permettent d'avoir un pH à 7,21, mais un liquide extracellulaire facilement mesurable qui occupe les docteurs et qui lui est à 7,38, 7,40. Nous avons assimilé le vivant à l'eau qui est autour. Des fois, c'est un peu rapide. Mais il y a un lien entre les deux, heureusement. Je reviens à ma courbe d'activité de la PFK. Lorsque le pH passe en dessous de la valeur physiologique du pH intracytosolique, ben là, son activité s'effondre complètement. La question est pourquoi? Si vous ne répondez pas, je vous en pose une autre alors. Comment? Ni pourquoi ni comment? Comment, c'est facile. Pour ceux qui ont des petits restes de biochimie, quand le pH change, les radicaux des acides aminés chargés se trouvent affectés et la rigidité, la souplesse, voire la conformation protéique sont modifiées. Alors évidemment, pour un enzyme dont la fonction réside dans l'intelligence de la structure tridimensionnelle, imaginez que cette structure change, ça peut tout casser. Et ça explique assez bien une dégradation des performances. Bravo, vous avez répondu à comment, maintenant pourquoi. Vous pensez que quand le pH baisse, qu'on produit des anions, des substances acides, c'est judicieux de continuer à couper le glucose en deux, à mettre un phosphate à partir de l'ATP qu'on n'a plus beaucoup en stock? Ben non, c'est débile. C'est comme dépenser beaucoup d'argent quand on n'en a plus. Vous faites ça, ouais. D'accord? Donc, c'est un mécanisme intelligent d'épargne enzymatique qu'on a vu tout à l'heure. C'était dans les moins rouges de la régulation de la glycolyse. Vous voyez donc que la nature utilise le pH comme une fin, puisque tous les enzymes ont été conçus pour fonctionner à un pH donné. Ça a pris des millions d'années pour un pH donné. Et que la nature nous connaît bien, puisqu'elle sait que le pH sera dans le plasma à 7,38 pour des enzymes plasmatiques. Vous avez des idées d'enzymes plasmatiques qui, par exemple, font qu'un patient reste curarisé beaucoup plus longtemps que prévu si jamais on a un déficit ou une anomalie génétique liée à cette enzyme? Ah, je vois que je parle à des connaisseurs. Et les enzymes intracytoplasmiques, beaucoup plus nombreux, c'est là qu'est le vivant, et bien évidemment, eux, ils ont un pH qui est fixé à 7,21. Et puis voilà. Vous voyez qu'un jour, la nature, le créateur, s'est posé la question de est-ce que j'imagine que le pH va varier, parce que dans le vivant, mon être vivant, il va forcément rencontrer des trucs qui font varier le pH. Et je le dote d'enzymes qui sont capables de faire tout ce qu'il est prévu de faire pour tous les pH. Ça va coûter cher en code génétique. Il va falloir passer de 23 à 200 chromosomes. Et puis en plus, quand il va falloir exprimer un enzyme parce que le pH a subitement changé,
les ribosomes, les TRN et tout, il faut compter 3 heures. Donc ça se trouve, il va être mort avant d'avoir réussi à exprimer l'enzyme qui pourtant ferait le job. Donc tout de suite, l'équipe qui travaillait au projet a laissé tomber cette idée-là en disant on va faire différemment. Le pH ne changera pas. Le pH ne changera jamais. Et je fais juste 23 paires de chromosomes, c'est déjà pas mal. En code génétique, ça en fait beaucoup. Juste une version d'enzyme pour chacun des pH optimisée. On va prendre des millions d'années pour les optimiser tous, mais après, ça fonctionnera et le pH ne changera jamais. Vous voyez donc que la régulation du pH est quelque chose de capital. Le vivant est totalement dépendant du pH. Alors parfois, on en doute, parce que, oh là là, il a une acidose d'enfer à 7,05. Si vous dites ça à un copain chimiste, il vous dit, d'abord 7,05 c'est alcalin, parce que c'est 7 la neutralité. Et puis d'enfer, non. L'enfer, c'est au labo, moi, j'ai des pH 1. Donc 7,05, rappelle-moi quand un malade a 1. Non. Nous, on a tellement pris l'habitude de regarder de très près que la moindre variation nous paraît énorme. Et on est habitué à nos 7,38 de neutralité, on parle d'alcalose à 7,45 et d'acidose à 7,30. Ouais, c'est simplement parce qu'on a les yeux rivés sur ce pH qui, effectivement, en réalité, ne change pas beaucoup. Alors, vous vous souvenez, c'est quoi le pH d'ailleurs? Oh là là, quelle journée! C'est... Quelqu'un qui se souvient? Moins log de la concentration d'H+. C'est une façon difficile de dire un truc simple. En fait, c'est la concentration de protons. D'ion H+, attention, libre. Ah oui, un proton lié, c'est plus un proton. Donc le proton libre. Autrement dit, qui arrive à rester libre en dépit de leur réactivité prodigieuse. Ça correspond à combien de millimoles de protons, un pH à 7,40? Montrez-moi que vous savez lire, c'est écrit en bas. 10 puissance moins 7,40, ça fait entre 36 et 44 nanomoles. C'est pas beaucoup. On est loin des 5,5 millimoles de glucose, des 1,5 millimoles de lactate. C'est vraiment tout petit. Toute petite tranche. Il n'y a presque pas de protons. Bon, d'accord. Maintenant, combien est-ce qu'on fabrique de protons par jour, vous et moi? Là, vous ne pouvez pas savoir, c'est pas écrit, puis on n'en parle pas souvent. Un peu plus de 20 moles. 20 moles. Donc maintenant, je vous pose la question qu'on pose à l'externe. Quel est le principal régulateur du pH plasmatique? L'externe que vous fûtes, que je fus, répond. Allez, première connerie qu'on peut dire, c'est quoi? Ouais, voilà, le bicard, bien sûr, parce que s'il est bas, on est en acidose, s'il est haut, on est en alcalose. Et s'il est bas et qu'on est en alcalose, c'est qu'on compense. Bon, pour le CN, il est équipé. Mais, comment on peut faire plus de 20 moles de protons et en avoir 40 nanomoles dans le plasma à un moment donné? Le bicard. Super fort le bicard. Il les met où? Dans l'eau. Fait de l'eau acide. L'ammonium, on ne va jamais trouver assez d'azote pour faire des trucs pareils. Puis ça puerait, je ne vous dis pas, si on fabriquait de l'ammoniac comme ça tous, en quantité de 20 moles par jour et par personne. Voilà, vous essayez de dégager le problème en dehors de... Il l'expire, c'est pas faux. Mais voilà. Bon, en fait, la bonne réponse à la question quel est le principal mécanisme régulateur du pH plasmatique, c'est l'équilibre des entrées et des sorties. C'est une vision dynamique des choses. Les 20 moles de protons qui arrivent sont éliminés par 20 moles de quelque chose qui effectivement vont les emporter. Vous n'aviez pas tort en disant qu'on va s'en débarrasser par un mécanisme qui est lié à la ventilation, c'est ce qu'on va revoir un petit peu plus loin. Mais donc c'est vraiment cet équilibre dynamique qui compte. Mais alors le bicard, ça sert à quoi? Eh bien le bicard, il s'occupe simplement de tamponner les 40 nanomoles qui sont là. Et vous pensez bien que 24 millimoles de bicard pour 40 nanomoles, là ça le fait. 24 millimoles pour 20 moles,
C'était David et Goliath. Là, 40 nanomoles pour 24 millimoles, c'est bon. Le bicard sert à ça, l'externe n'a pas tort. Le bicard régule le pH plasmatique en dehors du flux prodigieux qui lui passe au-dessus de la tête. Ça ressemble un peu à la vente par correspondance, Amazon, tout ça, qui ne vendent des objets, enfin, pardon, qui n'achètent des objets qu'au moment où ils les ont vendus. Comme ça, pas de stock, on ne s'embête pas. Coûte cher le stock, le transport et tout. On organise le transport de celui qui le fabrique à celui qui l'achète et on empoche au milieu. Bon, mais si on fait ça, qu'on a zéro stock, on est embêté. Par exemple, pour reprendre l'idée d'Amazon, imaginez que nous soyons à 2 jours. C'est demain? Oh là là. Oh là là. Tu m'avais envoyé une version. Ah, mais ça a été corrigé depuis, tu as reçu plein d'emails depuis. Zéro. Zéro email. Non, je t'assure, regarde, quand je fais Didier Journois, Oui, recherche non, Didier attends, Journois. on ne cherche pas le responsable, on cherche la solution. Surtout que je dois être le responsable. Mais est-ce qu'il y a une solution? Elle est prévue quand? Si toi tu peux demain, C'est quelle heure demain? attends. Justement. Ouais. Et tout ça reste à la postérité car on enregistre. Ah ouais. 16 heures. Wow. On applaudit très fort Thomas Lescaut qui vous fera demain le cours Nutrition et Réanimation à 16 heures. Merci Thomas. Inch'Allah, ça va sans dire. Plus. Merci beaucoup Thomas. Bon, on en était où? Ah oui, alors le flux de protons entrant et sortant qui est prodigieusement élevé et le bicarbonate qui s'occupe effectivement d'assurer ce petit tampon qui est tout à fait à sa portée de la vitesse plasmatique. Et je prenais l'image de la vente par correspondance en disant qu'on n'achète qu'au moment où on a vendu. Mais comment on fait si on a besoin quand même d'avoir un petit stock, d'avoir un peu de protons? Parce que 0 proton, ça fait un pH à combien? Infini, ouais, c'est pas trop possible, ça n'existe pas. Donc, il nous en faut des protons, parce que la configuration des protéines, elle est ce qu'il faut à pH 7,21, mais enfin, la PFK, coup de peau, quand le pH monte, elle ne bouge pas, mais enfin, il y en a d'autres qui bougeraient et qui marcheraient mal en alcalose. Donc, il faut quand même qu'on ait un peu de protons. Bon, ben, pareil pour Amazon, 2 jours avant le Goncourt, comme ils ne vont pas jouer au jeu, alors que 100 000 personnes vont le demander ce jour-là, ben, ils font un petit stock. Mais ils ne font les stocks que de ce qui va se vendre beaucoup et tout de suite. Pensez bien que le Goncourt, un mois après sa sortie, on vide les stocks. Et éventuellement des choses qui sont instockables parce que non fabriquées. Des vieux bouquins, tout ça. Et ça change un peu la configuration des stocks. Ben là, c'est exactement pareil. Le stock de protons, il est régulé à une valeur non nulle et pas trop élevée, qui a 40 nanomoles, qui permet d'avoir le pH à 7,40 en extracellulaire, à 7,21 en intracellulaire. OK? Deuxième point important, les lois d'électroneutralité. Ici, vous avez la pile des cations de notre plasma. Vous voyez que ces cations, ils sont majoritairement représentés par un cation minéral qui est Na+, présent dans la croûte terrestre, tout en haut dans le tableau de Mendeleïev, enfin tout en haut, on peut faire un peu plus haut, mais enfin il est déjà assez haut, 23 ppm, il était dans la croûte terrestre au tout début, c'est pour ça qu'il y en a dans la mer, tout comme le chlorure, 35,5 de poids moléculaire, et ils font à eux deux le sel et l'eau de la mer et de l'eau salée. Il n'y a pas que ça dans la mer, il y a aussi du magnésium, du potassium, du calcium, mais les concentrations dans notre plasma sont quand même beaucoup plus faibles et vous les connaissez par cœur. Au passage, je signale que tous les cations, tout ce qui a une charge positive dans notre plasma, c'est des cailloux, c'est minéral. Il n'y a rien de vivant là-dedans, il n'y a pas de substance organique dans la pile des cations. Si j'introduis la pile des anions, eh bien je retrouve encore un caillou, le chlorure, Cl-, présent dans le plasma au niveau de 100 millimolaires,
100 millimoles par litre. On ira jusqu'à 102, 103, 104. Et puis, d'autres anions, mais qui, eux, sont organiques. Sont des associations de substances du haut du tableau de Mendeleïev, N, C, O, H. Il y a le choix, hein. On peut faire de très nombreux assemblages, toute la biochimie est là-dedans, sortez le bouquin, le Leninger, tout est dedans. Et ils ont la particularité, lorsqu'ils sont chargés, d'être plutôt chargés négativement. C'est assez rare les substances organiques chargées positivement. L'ammoniac, par exemple, que vous citiez tout à l'heure, quelques acides aminés. Mais si vous mettez une pile de ceux qui sont chargés négativement et ceux qui sont chargés positivement, les négativement l'emportent très largement. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, le vivant s'est constitué dans le compartiment des anions, en mettant dehors l'anion minéral qui traînait, c'est-à-dire le chlorure. Ce qui explique assez bien que les premiers enzymes ayant existé étaient des enzymes qui servaient à mettre le chlorure dehors. Alors, je dis chlorure parce que Cl-, ça s'appelle du chlorure, Cl, ça s'appelle du chlore. Cl, c'est dans le tableau de Mendeleïev, mais ça n'existe pas sur Terre. C'est trop réactif, Cl. Hein. Quand on dit il a combien de chlore le matin à la transe, c'est évidemment du chlorure dont il s'agit. Équilibre des deux piles, évidemment. Si jamais un augmente, il faut que l'autre augmente exactement d'autant. L'équilibre de dissociation, troisième notion préliminaire pour parler du pH, ça vous connaissez tous. L'équilibre de dissociation, c'est qu'il existe, comme partout dans la vie, des forts et des faibles. Un acide peut être un acide fort, par exemple l'acide chlorhydrique, HCl. Il s'appelle HCl sur le papier, mais quand je mets HCl dans de l'eau distillée, qu'est-ce qui se passe? H+ se barre, Cl- se barre. Ils ne se reverront plus jamais. Et qu'est-ce qu'ils font chacun de leur côté? Dans de l'eau. H+ fricote avec les électrons de la surface de l'oxygène de l'eau. Et Cl- va compter fleurette aux protons, qui n'en sont pas d'ailleurs, aux charges plutôt, aux pôles plutôt positifs de la molécule d'eau, qui est polaire. NaCl, pareil, quand vous mettez NaCl dans de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Na+ va fricoter avec les électrons d'O-, et Cl- avec la partie positive des protons qui n'en sont plus présents sur la molécule d'eau. Plus jamais ils ne se reverront, Na et Cl. Vous êtes déjà allé à Guérande ou en Camargue? Si par une astuce, on évapore l'eau, Na et Cl, qui l'a joué couple libre, envisage l'idée de se remettre ensemble. Hein? Voilà, et ils vont cristalliser. C'est les marais salants, on enlève l'eau et les cristaux se reforment. Au départ en solution dans l'eau, on peut touiller, ça les redéfait, mais si vous continuez à enlever l'eau, il n'y a rien à faire, vous allez faire des cristaux de sel. Et si on remet de l'eau, on n'est pas là. Hein. Si on remet de l'eau, c'est reparti dans l'autre sens. Voyez. Donc, ça c'est la notion d'acide fort et d'acide faible. Un acide faible, quand vous le mettez dans de l'eau distillée, une partie va se dissocier, mais une partie va rester en cohérence. Citez-moi un acide faible. Citez-moi fort un acide faible, que je l'entende. Un dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Oui, bicarbonate. Bicarbonate, acide carbonique. Quand on est à un pH de 6,1, il y a autant d'acide carbonique que de bicarbonate. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Le pK. Le pK, c'est le pH, où on a par définition autant de la forme liée que de la forme libre. Ce qui veut dire que dans le monde biologique, comme le pH sera toujours supérieur à 6,1, quand même, ça commence à faire comme acidose, eh bien on aura toujours davantage de bicarbonate plus protons séparés que d'acide carbonique lié. On en aura un peu, mais très peu. Plus le pK est bas, et plus l'acide sera dissocié. On peut dire qu'un acide fort, c'est un acide
faible avec un pK très bas. C'est un acide avec un pK très bas. Donc vous voyez, tout est possible. Et chaque substance va avoir, du fait de son pK, un équilibre différent. C'est très très important cette chose-là. On l'a tous appris en chimie, mais c'est très important, ça va permettre de comprendre plein de choses sur le pH biologique tout à l'heure. Ouais, ça va? Ça revient? À peu près. Si jamais une substance a un pK qui est assez bas, par exemple 3,9, c'est le pK du lactate acide lactique. Il sera tout le temps sous quelle forme dans le plasma? Dont le pH est à 7,38 comme chacun sait. Il sera tout le temps dissocié. Autrement dit, l'acidose lactique n'existe pas. Il n'y a pas d'acide lactique dans le plasma. Il faudrait être à pH 3,9 pour qu'il y ait autant de lactique que de lactate, et il n'y aurait que du lactite à pH 0,5 ou 1, on n'y va jamais. Donc, il existe des acidoses hyperlactatémiques, mais pas d'acidose lactique. On va en reparler plus loin. Bon, pouvoir tampon, je passe, je ne vous embête pas avec ça. Quand même important de se souvenir qu'autour du pK, c'est là qu'une substance a la plus grande capacité à réguler le pH en acceptant ou en donnant des protons. Premier d'entre eux dont on a déjà parlé, le bicarbonate. Et vous voyez ici son pK à 6,1, comme je vous disais. Et là, vous reconnaissez une équation que vous connaissez tous. Anderson-Hasselbalch. On remercie Anderson-Hasselbalch, qui au début du siècle d'avant, ont créé un modèle en disant les êtres vivants sont des pots remplis d'eau distillée dans lesquels barbote du CO2, aboutissant à une certaine concentration de bicarbonate et d'acide carbonique. Lorsque le pH est supérieur à 6,10, qui est le cas tout le temps, deux processus vont permettre la régulation de la concentration de bicarbonate. L'intensité de la ventilation qui fait fuir le CO2, c'est un système ouvert, et la quantité de bicarbonate qu'on laisse dans le plasma, ce qui dépend essentiellement du rein, qui est capable d'en filtrer et d'en réabsorber. C'était fini. À l'époque, ça a beaucoup plu, parce qu'on a enfin expliqué le pH. Et vous comme moi, je pense qu'on nous a appris essentiellement cette chose-là. Simplement, vous vous rendez compte qu'on néglige, en acceptant ce mécanisme de régulation du pH, tous les facteurs autres qui peuvent jouer sur le pH. Les autres acides, tout simplement. Comment on les range? Alors Anderson-Hasselbalch, qui n'était pas idiot, ont pensé aux autres acides, mais ils ont dit, oui, il y a d'autres acides qui jouent sur le pH, mais ils ne sont pas très nombreux, ils changent guère, donc on les met dans la constante, on les met sur les bords du tableau. Si vous êtes un biologiste spécialisé là-dedans, vous regardez, mais si vous êtes un clinicien, vous vous contentez de l'équation qui est là, qui vous explique acidose ventilatoire, la PCO2 augmente, alcalose ventilatoire, la PCO2 baisse, acidose métabolique, le bicarbonate est bas, alcalose métabolique, le bicarbonate est élevé. Et éventuellement des conjonctions des deux par des mécanismes hypothétiques de régulation. Voilà. On a tenu un bon siècle comme ça. Autre molécule, le lactate, dont je vous ai déjà parlé, pK 3,9. Je vous ai déjà dit qu'à pH supérieur à 6, quel cas général, il est totalement dissocié, donc l'acidose lactique n'existe pas. Les phosphates. Alors, si vous y arrivez à partir d'aujourd'hui, ne dites plus jamais dans le service où vous travaillez, est-ce qu'on a la phosphorémie? Parce que c'est comme le chlore, nous n'avons pas de phosphore dans notre organisme. Enfin, si, l'élément, mais toujours lié sous forme de phosphate. Le phosphore, vous en avez peut-être déjà vu en chimie à l'école, quand on met du phosphate dans l'eau, voilà, ça pète très fort, c'est puissamment explosif. Et qu'est-ce que ça donne, le résultat de l'explosion? Du phosphate. Le phosphore s'est emparé de l'eau qui était autour pour faire H3PO4, HPO4, enfin H2PO4-, HPO4-, et éventuellement PO4-3-. Tout ça en fonction du pH de l'endroit où ça se passe. Là, vous voyez un premier truc fabuleux. Quelqu'un voit le truc fabuleux? Sur la diapo, écrit en tout petit, parfaitement au centre. Le pK du phosphate entre H2PO4- et HPO4- est à 7,21. J'ai déjà vu ce chiffre quelque part. Oh,
c'est le pH cytosolique. La vie a été construite autour du pK du phosphate. Pensez bien que le bicarbonate extracellulaire, on n'en avait rien à faire quand la vie a été inventée. Il y avait beaucoup de phosphore quand la Terre s'est créée, ça a pété grave. Il y avait de l'eau, ça a fait du phosphate. Il y avait beaucoup de phosphate dans la petite flaque élémentaire que j'évoquais tout à l'heure. Et la vie s'est construite autour de ce tampon-là. Et quand je disais tout à l'heure que l'équipe qui nous a créés, il ne pouvait pas être un seul, a décidé que le pH ne changerait jamais, eh ben, c'était en s'appuyant sur les fortes concentrations du tampon phosphate présent avec un pK à 7,21 qui fait qu'on savait qu'on pourrait aller réguler toutes les variations de concentration de protons dans une certaine mesure avant de compenser les flux, rien qu'avec cet élément chimique-là. On laisse passer le pK à 2,12 et le pK à 12,67, ça se voit dans la chimie industrielle ou dans les conservateurs alimentaires ou dans le Coca-Cola. Le Coca-Cola est acide grâce à l'acide phosphorique, pK 2,12. Quand vous en mettez sur une table de jardin, ça bouffe le calcaire. Quand vous mettez dans l'estomac, c'est pas désagréable et ça fait aucun mal parce que vous pensez bien que l'estomac acide est habitué à cette chose-là. C'est pas ce qu'il y a de plus doux pour tamponner un ulcère, mais enfin, ça n'est pas méchant du tout. Quant au phosphate que vous avalez, il n'y a aucun problème, il est loin d'être toxique. Le phosphate, il y en a partout. Quand vous mangez un beefsteak, vous mangez beaucoup plus de phosphate qu'en buvant du Coca-Cola parce qu'il y en a dans les muscles en très, très grande quantité. Donc c'est un très bon acide alimentaire. C'est aussi un très bon conservateur parce que comme c'est très acide, si vous tartinez un saucisson, un jambon, des charcuteries, tout ça, du pâté avec des phosphates, jambon sans phosphate, ce qui veut dire qu'il y a du jambon avec phosphate, eh bien, il est tellement acidifié que la petite bactérie qui passe, qui aimerait bien le manger à votre place, elle n'y arrive pas. Parce que ces enzymes, ces pâtéases, qui lui permettraient d'attaquer la charcuterie, sont totalement inhibées à pH de 12, alors qu'elles ont été conçues pour un pH un petit peu plus normal. Ok, bon, on passe là-dessus, ce n'est pas au cœur du débat. On progresse. Une notion importante, les différences qui peuvent exister entre ces piles d'électrolytes. Vous connaissez tous le trou anionique. Le trou anionique, dont la définition est ici, c'est tout ce qui est cationique, moins Cl plus bicarb. Ce trou anionique, il mesure ce qui n'est pas bicarb et Cl. C'est-à-dire que si ce trou anionique augmente, c'est que se trouvent des anions à l'intérieur qui ne sont pas là d'habitude. Ça a été inventé à l'époque où on ne dosait pas le lactate. Et le trou anionique augmentant, c'était une insuffisance circulatoire, c'était un choc septique, tout ce qui peut donner une hyperlactatémie. Puis on s'est mis à doser le lactate et le trou anionique a pris un coup de vieux. Aujourd'hui, il nous renseigne sur quoi le trou anionique ? Des trucs, les anions indosés, qui par définition sont une vision dynamique du monde, parce qu'il suffit qu'on dose quelque chose pour que ça sorte des anions indosés. Mais ce qui restera longtemps indosé, ça a été fait par Luigi Forni, un Italien qui, comme son nom ne l'indique pas, vit à Brighton en Angleterre. Il a fait en HPLC la chromatographie de tous les anions indosés, il y en a des milliers, maintenant on les connaît. Autant qu'ils restent indosés, ça ne sert vraiment à rien, c'est juste pour l'amour de l'art. Et c'est toutes les associations possibles chargées négativement des éléments supérieurs du tableau de Mendeleïev. Bon, ils resteront indosés. Parmi ces indosés, il y en a quelques-uns, comme les corps cétoniques et dérivés, dont on entend parler un petit peu plus souvent. Intox à l'aspirine, acétylsalicylate, ça peut être le cas, ça peut être un anion indosé. Et puis citrate, accumulation de citrate. Bon, et puis voilà. Donc globalement, c'est un bon indice d'intoxication par un anion acide ou de retard à l'épuration extra-rénale. C'est typiquement l'acidose de l'insuffisance rénale avec un trou anionique augmenté. Je fais apparaître sur la diapo un truc nouveau. Enfin, peut-être pas pour tous, la DIF, la différence des ions forts. En anglais, la Strong Ion Difference, la SID. On va parler français et dire la DIF. La différence des ions forts, qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas dit à quoi ça sert, j'ai dit qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la différence des ions forts. C'est-à-dire que vous prenez tous les ions forts positifs, vous enlevez tous les ions forts négatifs, et vous avez la différence des ions forts. Autrement dit,
Dans la diff, il y a tous les ions pas forts. C'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'une non-dissociation totale. Bicarbonate, on l'a vu tout à l'heure, pK6,1, il a une dissociation variable. Les protéines qui ont une dissociation très très variable, alors ça dépend du pK déjà des acides aminés qui sont dedans, et vous savez que les acides aminés, quand on se met à les enchaîner, leur pK local change du fait de la proximité des autres. Donc c'est a priori très compliqué. Et les indosés anioniques, comme il y en a des milliers, chacun a son pK. Voilà. Donc la différence des ions forts, ce qui est dedans, c'est ça, et ce qui n'est pas dedans, ce qui est en dehors, c'est la différence, c'est-à-dire Ca plus K plus Mg plus Na, moins Cl, moins, regardez ma flèche là, elle s'arrête ici. Elle ne va pas jusqu'en haut. Ils ont mis le lactate dans les ions forts. C'est une bonne idée? Qui est pour? Qui est contre? Oh là là. Qui dort? N-2. Bon, il faut être pour. Violemment pour. Pourquoi? Parce qu'il a un pK à 3,9. 3,9, il est totalement dissocié, donc il a beau être organique, il est fort. C'est dans la différence des ions forts le seul ion qui est organique, mais il est fort. Et si on a fait une différence des ions forts, il fallait l'y mettre. Ce n'est pas une différence des ions organiques, c'est une différence des ions forts. Ok? Bon, ça, c'est qu'est-ce que c'est? À la question à quoi ça sert, on va le revoir un tout petit peu plus loin, mais gardez en tête que ça existe et que ça n'a rien à voir avec le trou ionique, bien que ça ressemble, c'est une différence de concentration de substance. Au passage, vous avez ici à gauche le plasma que maintenant vous connaissez bien, et à droite, c'est quoi? C'est l'intérieur cellulaire, plongé dans le cytosol. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Des choses que vous saviez déjà, le potassium par exemple. Vous savez que la calicity, elle est aux alentours de 85-90 millimolaires. Waouh, belle hyperkaliémie. D'où les notions d'hyperkaliémie, d'hypokaliémie, de transfert. Si le potassium part dans la cellule, ça ne va pas se voir, mais on verra très bien qu'il n'est plus en extracellulaire. Insuline-glucose fait rentrer le potassium dans la cellule, il n'y en a plus en extracellulaire, vous avez guéri le patient du risque. Le risque cardiaque étant lié au gradient intra-extracellulaire. Vous avez des patients qui ont des calicities à 100, des vieux insuffisants rénaux mal dialysés. Si vous les faites passer à 4,5 de kaliémie, ils vous font un ECG d'hypokaliémie. Donc celui qui arrive vivant à 9 de kaliémie aux urgences, ne le mettez pas à 3,5 de kaliémie, vous allez le tuer. Mettez-le à 6. On verra la semaine prochaine à le mettre à 4. C'est une histoire de gradient. Phosphate, vous avez quelque chose à dire? Combien on en a en extracellulaire? C'est simple. Et là, il y en a beaucoup. C'est la bonne réponse. Il y en a beaucoup. Ça va chercher dans les 70-75 millimolaires. C'est énorme. Et c'est le tampon 721 et tout et tout. Les protéines, ça vous étonne qu'il y ait des protéines dans la cellule? Non. C'est le vivant. C'est là qu'on les a fabriquées. C'est la définition du vivant. Et elles sont anioniques. Vous voyez, le bilan total, il y a des protéines chargées positivement. Elles sont extrêmement rares, toutes petites. C'est des peptides. Toutes les protéines sont chargées négativement. La plupart des acides aminés étant négativement chargés. Je sais bien, il y a l'arginine, il y en a quelques-uns qui sont chargés positivement, mais en nombre, ils sont très peu fréquents et sont peu répétés. Souvent, ils sont à la partie utile d'une chaîne protéique. Et globalement, bien sûr, le négatif l'emporte. On a vu tout à l'heure pourquoi. Et puis, dernier point, tout petit, en bas, tout à droite, le chlorure. Le chlorure, Cl-, qui est présent à 5 millimolaires dans la cellule. C'est tout petit, c'est rikiki, et on voit le travail de la pompe qui l'a fait sortir de l'eau de mer en quelques millions d'années. Pouvoir tampon des protéiques, je vous l'épargne, basé sur l'histidine, pour parler un petit peu plus de l'albumine-albuminate. Ça, on ne peut pas en faire l'économie. L'albumine, 61 000 de poids moléculaire, 185 acides aminés,
c'est la protéine qui est la plus chargée qu'on connaisse. Vous savez qu'on a décrypté tout le code génétique, donc on connaît toutes les protéines, même des protéines dont on ne sait pas l'existence, on sait comment elles sont faites, à quoi elles ressemblent, et on peut, en fonction du code génétique, en déduire leur composition en matière d'acides aminés. L'albumine est celle qui a le plus d'acides aminés chargés, en plus ou en moins, le moins l'emportant. Le moins l'emporte... Pourquoi ça marche plus? Ah oui, non. Le moins l'emporte de telle façon que lorsqu'on a 40 grammes par litre d'albumine, c'est peut-être le cas de vous et de moi, ce n'est pas le cas de nos malades, hein, dès qu'ils rentrent en réa, ils n'ont qu'un souci, c'est de baisser leur albumine, et donc ils en ont moins que ça. Mais un malade vu en consultation avant qu'il ne soit malade, s'il a 40 grammes par litre, eh bien il a alors un équivalent de 14 milliéquivalents anioniques. Son albumine le charge de 14 mecs. Donc quand on va faire notre Gamble-gramme de tout à l'heure, pile des plus et pile des moins, il faudra penser à donner 14 mecs de valeur à la part protéique en extracellulaire. En intracellulaire, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'albumine, mais il y a d'autres protéines. Et donc le pK de l'albumine, ben là, je suis mal parce qu'il est variable. Il dépend du pH, il dépend de la concentration de chaque chose. Mais ça me permet quand même de vous expliquer que c'est extrêmement commode parce que ce pK variable permet à l'albumine aux différents endroits où elle se faufile dans l'organisme d'aller exercer des opérations chimiques pour lesquelles elle a été mandatée. L'albumine, elle est fabriquée où? Dans le foie et que dans le foie. Et il faut la concevoir comme une externalisation de fonctions métaboliques hépatiques que le foie envoie à des endroits où circulent des fluides qui jamais n'iront dans le foie. La lymphe, interstitielle, très distale. Hein, je prends toujours l'image du bibliobus qui promène dans nos régions pour permettre à ceux qui vont jamais à la ville, à la bibliothèque, de rester cultivés. Bon, la télé, ça marche aussi. Hein. Alors, on va écrire les équations qu'on a vues là depuis tout à l'heure. Anderson-Hasselbalch, 6,10. Albumine, albuminate, phosphate, lactate, et puis les autres. D'accord? Vous êtes d'accord avec toutes ces équations? Vous êtes d'accord qu'ils sont tous dans le plasma? Et vous êtes d'accord que la colonne de gauche, c'est-à-dire les pH, bah c'est le même. C'est le pH de l'endroit où on est là dans le plasma. Donc il faut, comme on faisait à l'école, satisfaire ce système d'équations. C'est-à-dire trouver les concentrations de chacune des substances de sorte que le pH soit unique. Qui va gagner? Qui va imposer sa loi? Bah ça, vous l'avez appris à l'école aussi. C'est les plus forts qui imposent leur loi. Ne dites pas que je vous dis des choses compliquées quand même. Alors, les plus forts, c'est ceux qui ont le pK le plus bas. Et si jamais vous avez du lactate, eh ben 3,9 quand même, c'est assez bas. Et donc votre lactate qui reste lactate, qui n'est pas acide lactique, qui est lactate, eh ben il fait baisser le pH. Et comme le pH baisse, eh ben ceux qui sont plus faibles, ils disent bah oui monsieur, moi j'ai le pK à 6,10, le pH baisse, donc qu'est-ce que je fais? J'ai deux choix. Je change mon bicard ou je change ma PCO2. Qu'est-ce qui va déterminer l'un ou l'autre? Bah, d'autres cofacteurs chimiques locaux qui vont faire qu'on va se jouer plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre. Bon là je vous fais le raisonnement sur le couple lactate-bicarbonate, mais évidemment on peut le faire avec tous les autres couples connus. Alors tout ça, ça a, comme vous le savez, un peu titillé l'esprit d'un biochimiste canadien au cours des années 80-90, surtout 80, qui s'appelait Peter Stewart. Et Peter Stewart, il a fait un truc qui est tout simple. Il a pris une feuille de papier blanche et il a écrit dessus, en haut, let water, soit l'eau. Point, à la ligne. Quelle est la concentration des substances présentes dans l'eau? À ce stade, je pense que vous pouvez faire aussi bien que lui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau distillée à 20 degrés? Please tell me. On va peut-être commencer par le plus simple. H2O, H+, OH-. Vous voyez autre chose?
Il y a des eaux au point, des trucs comme ça, mais ça existe 2 femtosecondes, c'est de la physique nucléaire, c'est pas de la chimie, donc on s'assoit dessus. Combien il y a de H+? 10 puissance moins 7, c'est la définition. 20 degrés eau distillée, 10 puissance moins 7, c'est la définition du pH. Donc il peut écrire l'équation let water, concentration d'H+, c'est-à-dire le pH, égale, et il met la concentration, 10 moins 7 sur la concentration d'eau. So far, so good, hein, ça vous va? Ligne du dessous. Il rajoute NaCl dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a maintenant de présent dans l'eau? Ça sent le roussi. Hein. De l'eau, H+, OH-, Na+, ouais un peu, Cl-, oui un peu, du Na+, qui va jouer avec OH-, du Cl- qui va jouer avec H+. Là, vous sortez les grimoires de chimie des années 1900, où vous allez trouver les constantes de dissociation de cet équilibre chimique, établi par des chimistes glorieux, dont nos avenues portent les noms. Vous passez à la ligne du dessous. Je rajoute du bicarbonate acide carbonique, 24 millimoles. Hop, je vais voir Anderson-Hasselbalch pour trouver les constantes. Et vous voyez mon équation qui grossit, qui grossit. Arrivé page 441 de son bouquin, il a la gentillesse de nous laisser pH égal. Et sur la partie gauche de la portion droite de l'équation, c'est-à-dire après le égal, les facteurs déterminants du pH qui ont la variation la plus importante, c'est-à-dire la plus déterminante dans la réalité quotidienne. Autrement dit, si ça vous fatigue de lire les 3 pages déterminants du pH, vous pouvez vous contenter des 4-5 premiers membres de l'équation. Et il le fait pour nous, c'est ce qui est écrit là. Les 4 déterminants, par cette démonstration mathématique des déterminants du pH du milieu biologique, c'est la différence des ions forts, vous voyez maintenant pourquoi je vous en ai parlé, l'albumine totale, le phosphate et la PaCO2. L'externe est content, on a gardé la PaCO2. Le BPCO reste en acidose ventilatoire du fait de son hypercapnie, quand même. Il y a quand même des trucs solides sur Terre. Bon, mais le reste, on est un peu perturbé quand même. Est-ce qu'il y a un truc qui vous perturbe beaucoup, qui n'est pas dans les 4 déterminants et que ça vous aurait arrangé de l'y voir? Le bicarbonate. Ça, c'est nouveau. Le bicarbonate n'est pas un déterminant du pH. Ce qui ne veut pas dire que le bicarbonate n'a rien à voir avec le pH. Mais les variations de bicarbonate vont suivre passivement la valeur du pH selon Anderson-Hasselbalch. C'est tout. Donc si vous voulez changer le pH de quelqu'un, vous faites ce que vous voulez, mais sur l'un de ces 4 arguments. Alors, vous pouvez jouer avec le 5e, le 6e et tout, mais il faudra vraiment un effet de levier considérable. Par exemple, mettre les gens à 25 de citratémie pour arriver à les rendre un petit peu plus acides. Mais comme ce n'est pas du tout physiologique d'avoir 25 de citratémie, laissez tomber. Bon, en pratique, ça c'est la page 25, le début, et encore c'est la partie la plus agréable à lire. Voilà ce que ça donne en termes d'équilibre. La différence des ions forts va pousser vers l'alcalose. Plus elle est grande, plus elle pousse vers l'alcalose. Comment on augmente une différence des ions forts? Différence des ions forts, j'augmente les cations ou je réduis les anions. Donc, soit je baisse la chlorurémie, bon allez on va dire chlorémie, soit j'augmente, le potassium ça va mal se passer, le calcium ça va mal se passer, le magnésium ça va mal se passer, le Na ça se tolère, on tolère assez bien des hypernatrémies. Voilà. Donc les patients qui auront le plus de chances d'être en alcalose, c'est ceux qui auront une hypernatrémie, une hypochlorémie. Mais il n'est pas dit qu'ils soient en alcalose, parce que les 3 autres peuvent, eux, agir dans l'autre sens. La PaCO2 en particulier, vous voyez la taille de la flèche, elle est aussi puissante que la différence des ions forts. Ce qui veut quand même dire qu'au lit du malade, comme ça tous les jours, vous jetez un œil à Na et à
Cl, faites Na moins Cl, vous avez une idée de la diff, une idée, hein, ce n'est pas le calcul rigoureux. Vous jetez un œil à PCO2 et vous dites celui-là, il va être en. Si les deux vont dans le même sens, vous gagnez à tous les coups. Petite différence des ions forts avec hypercapnie, c'est sûr, il a l'acidose. Grande différence des ions forts avec alcalose, hypocapnie, vous êtes sûr qu'il y a l'alcalose. Ah, évidemment, quand il y a les deux qui vont à contre-courant, ce qui est la situation la plus fréquente, il va falloir aller regarder le pH. Vous voyez au passage que je néglige albumine et phosphate, j'ai tort. Mais enfin, j'ai un peu raison quand même, ils ont des petites flèches. C'est-à-dire qu'il faudra des différences de concentration, des anomalies de concentration extrêmement importantes pour que ce soit capable de modifier le pH. Alors, il y a quand même un tableau clinique qu'on voit souvent. Aux urgences, au milieu de la nuit, on vous appelle pour un malade en choc septique qui va super mal. C'est un cancéreux connu du service à la limite du palliatif qui arrive pour une péritonite. Il est en choc septique. Et là, vous lui faites des gaz du sang, tout ça. Et les gaz du sang, ils reviennent avec 7,35 de pH. Et il a une hyperlactatémie à 14. Comment vous expliquez ça? Ben, c'est un patient qui a des chances d'être terriblement hypoalbuminémique du fait de sa maladie. Et son hypoalbuminémie le maintient en alcalose alors qu'il devrait être en acidose, permettant à l'effet acidifiant du lactate de ne pas être si acidifiant que ça. Bon, c'est l'un des rares cas où on arrive à voir l'albumine jouer sur le pH. En général, c'est déterminé par la différence des ions forts et par la PaCO2. Le phosphate, laissez tomber. Un patient qui a 3-4 de phosphatémie, par exemple dans la phase initiale d'une rhabdomyolyse, s'il a une anomalie, ce n'est pas lié au phosphate, c'est lié à autre chose. Donc, merci Peter Stewart, qui a arrêté à 4 composants. 5, ça aurait été vraiment trop, puisque 4 déjà, c'en est presque un de trop. Le phosphate est déjà presque de trop. Alors en pratique, oui, je sens un peu de lassitude. En pratique, ça a énormément d'applications pratiques. La première, c'est le choix des liquides qu'on avait un petit peu évoqué ce matin. Vous avez une totale maîtrise de la composition du Ringer lactate et du sérum salé isotonique, j'ai vu. Le sérum salé isotonique, que j'appelle ainsi parce qu'il n'est pas très physiologique. Il n'est pas très physiologique parce que 154 de Na, c'est beaucoup pour 140. Ça va rendre le patient hypernatrémique. Et 154 de chlorure, c'est monstrueusement élevé par rapport au sang. Donc, vous voyez, ce soluté, qu'est-ce qu'il a de physiologique? C'est que quand vous mettez un globule rouge dedans, le globule rouge n'est pas lysé. Parce que 154 plus 154, ça fait 308 et c'est compatible avec la pression osmotique à l'intérieur du globule rouge. Enfin, ne pas tuer une cellule, ce n'est pas pour autant dire qu'on est parfaitement adapté pour qu'elle vive dans ce milieu-là. C'est d'ailleurs pour ça que M. Ringer, lactate, ce n'était pas un monsieur, c'était une molécule, que M. Ringer, ni acétate d'ailleurs, que M. Ringer a inventé le Ringer lactate, acétate et ainsi de suite. C'est que lui, il voulait faire vivre des cellules quelques instants, le temps de les étudier dans un liquide. Et il s'est rendu compte que ce liquide, ça ne pouvait pas être du sérum salé isotonique, qu'il fallait qu'il y ait du calcium pour que la cellule ait des échanges intérieur-extérieur, pour la même raison qu'il fallait qu'il y ait du potassium. Et comme il n'allait pas fabriquer l'albumine, à l'époque il était à 100 lieues d'être capable de faire une chose pareille, il lui fallait un truc chargé négativement qui permette d'avoir une chlorurémie, enfin une concentration de chlorure pas trop élevée. Il a regardé autour de lui, qu'est-ce qui ne ferait aucun mal, qui serait chargé négativement? Je vais prendre un truc pas minéral, mais un truc biologique. Qu'est-ce qu'elles font les cellules de charger négativement en grande quantité, tout à fait anodin? Oh, du lactate. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 28 de lactate dans le Ringer lactate pour que les cellules puissent y vivre. Un jour, on s'est dit, si les cellules peuvent vivre dedans, on doit pouvoir le mettre dans le malade. Ce qui fut dit fut fait, et ça se passe bien. Depuis, bizarrement, on n'a pas modifié l'idée de M. Ringer. Le liquide est resté hypotonique, alors qu'on aurait le même, avec tout un peu augmenté pour faire du 300 millimolaire, on aurait un soluté physiologique beaucoup mieux que le soluté physiologique. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Normalement, non. Le sérum physiologique n'est pas physiologique, donc à partir de demain, vous appelez le Ringer lactate soluté physiologique. Vous allez avoir des emmerdes avec les infirmières.
Bon, gardez quand même en tête que le ringer lactate est plus physiologique que le sérum salé qui porte ce nom, que je vous engage donc à appeler SSI, sérum salé isotonique. Just a word à propos de plasmion voluvène. Voluvène, personne n'a vu de flacon si j'ai bien compris, donc tant mieux, on oublie. C'était un produit qui était des amidons de maïs ou de pommes de terre selon l'époque, en suspension dans du sérum salé isotonique. Donc, que le produit soit toxique ou pas, efficace ou pas, c'est pas là la question. On avait l'intoxication au chlorure qu'on a avec le sérum salé isotonique. Le plasmion, qui a d'autres inconvénients, n'a pas cet inconvénient-là. C'est une gélatine de bœuf qui est chargée, c'est un anion, et étant chargé négativement, ça permettait de mettre beaucoup moins de chlorure pour assurer l'électroneutralité. Donc, ça n'entraîne pas de désordre. Qu'est-ce qui se passe quand on entraîne ces désordres-là? C'est-à-dire quand on administre du sérum salé isotonique. Ben, à gauche, vous avez le patient normal, avec son 140 de Na. Si je lui mets 154 de Na dans 140 de Na, ben, Na monte. Enfin, c'est à peine visible, quoi, un peu. 154 pour 140, c'est pas un drame. Mais, si je lui donne 154 pour 100, ah là, c'est la moitié, 154, enfin, je veux dire, il y a la moitié en plus. Donc là, la chlorurémie va monter. Comment c'est possible, ça? Comment le chlorure que je mets dans le patient peut monter en concentration alors qu'on doit respecter l'électroneutralité? Il faut qu'il y en ait un qui s'en aille. Qui s'en va? Les protéines, elles disent non, mais attendez, on est plasmatique, on n'est pas dans la cellule, parce que là, on ne vous dit pas, hein, mais en plasmatique, nous sommes les codés par le code génétique, représentants du vivant, 61 000 de poids moléculaire, vous voudrez qu'on s'en aille? C'est non. Les indocéans ioniques, ils disent, nous partir, on veut bien, mais il faut nous montrer le glomérule. Hein. Dès qu'on nous le montre, on s'en va, c'est promis. On est petit, on est chargé, il y a glomérule et tout, vous n'entendrez plus parler de nous, mais montrez-nous le glomérule. Donc ça va prendre le temps qu'ils le trouvent. Ils vont partir, mais pas tout de suite. En fait, je vous ai dit ce matin que l'artère rénale, elle était branchée sur l'aorte en parallèle. Que un globule rouge, il avait une chance sur 5 d'aller dans le rein quand il quittait l'aorte, enfin l'anneau aortique. Quelle est la probabilité d'un globule rouge qui passe l'anneau aortique aille dans l'artère pulmonaire? Pas tout de suite, je suis d'accord. Mais qu'il y aille au prochain passage dans le cœur droit, 100%. Parce que l'artère pulmonaire est en série. Ce qui veut dire que ça prendra peut-être un tour, mais le bicarbonate, il va se retrouver dans les poumons, un peu, passez-moi l'expression, poussé au cul par le chlorure qui vient d'arriver. Mettez un capno à un patient qui reçoit 1 litre de sérum salé isotonique pour une raison qui vous appartient, et vous allez voir s'il est curarisé, hein, parce que s'il a une ventilation spontanée, il va réguler sa ventilation pour que vous ne voyez rien, ce qui est vache. C'est pour ça que curarisez-le en guise de représailles. Et vous allez voir une petite bosse de CO2 au moment où vous avez passé en cathédrale, là, très rapidement, le sérum salé isotonique. C'est QFD. Anesthésiologie, c'était, je ne sais plus quand, en 2000, quelque chose comme ça. C'est des pauvres dames enceintes en New York, pas enceintes, non, en gynéco, en chirurgie gynécologique, à qui ils ont fait ça, cette expérience amusante et éthiquement irréprochable. Bon, ok, c'est donc le CO2 qui s'en va tout de suite. Et l'externe arrive en disant, le bicarbonate est bas, il y a une acidose. Il a raison ou tort? Pour une fois, il n'est pas impossible qu'il ait raison. C'est le mécanisme de la réduction de la différence des ions forts, puisque mon Na a peu monté, mais que mon chlorure a beaucoup monté, quick la diff. Et si j'ai une petite diff, c'est l'un des déterminants majeurs avec la PCO2. Donc si la PCO2 a été fixée par la ventilation, la diff ayant baissé, à coup sûr, il y a une acidose. C'est une acidose minérale hyperchlorémique. Voilà, c'est banal. Tout le monde connaît ça aujourd'hui, mais là on l'a vu par l'intermédiaire du mécanisme. Alors est-ce que cette acidose est grave? Bon, Mathieu vous en a parlé ce matin. Toute seule, rarement.
prenez quelqu'un de sain, vous lui donnez 2 litres de sérum salé, c'est une idée bizarre. Enfin, il ne va pas en mourir, il ne va rien se passer. Mais vous prenez quelqu'un de malade de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Si vous pouvez vous passer cette petite couche en plus, ça sera toujours ça de prix pour la fameuse régulation du pH qui est super importante. J'espère vous l'avoir fait comprendre tout à l'heure. Regardez ce patient. Vous devez trouver la maladie qu'il a. Vous voyez rien? Si, ça va? Bon, allez, 7,27, c'est quoi? Acidose. 251 de PO2. Une hyperoxie. On ne fait pas ça facilement tous les jours. Comment ça peut s'expliquer un truc comme ça? Intubé, non, ça ne peut pas suffire. Mais intubé et ventilé avec plus d'oxygène qu'il n'en est nécessaire chez ce patient-là. Heureusement qu'il n'y a pas de mitochondrie dans le globule rouge. Hémoglobine 8,4. Si je vous dis que c'est un beau jeune homme de 22 ans, super musclé et tout, j'en vois plein qui ouvrent grand les yeux, mais c'est normal d'avoir 8,4. Il est anémique. 5,2 de potassium, oui, bon, c'est pas un drame, mais quand même. 5,5 sur le iono. 119 de chlorure. Comment il fait ça? Bah oui. Bon. 1,51 de calcium total. C'est pas beaucoup. 162 de créate alors qu'il est d'habitude normal. Bon alors il a quoi? Voilà, on va pas chercher midi à 14h. Il est tombé de sa moto, il a la rhabdomyolyse. C'est un choc hémorragique. Le SAMU de Paris, ou d'ailleurs, lui a sauvé la vie en le remplissant jusqu'à avoir une pression convenable. Et je te l'amène à l'hôpital. À 9h pendant le staff, c'est d'un mauvais goût fini. Ça occupe quelqu'un. On fait quoi? On bouche les trous, on remplit avec l'eau, et puis voilà. Bon, maintenant, parlons acide base. Acidose, hyperchlorémique, hypercapnique, il a peut-être un trauma thoracique qui va avec, ou il est mal intubé, je ne sais pas. Hyperanionique, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il a la créate qui est déjà montée. On a vu ce matin que pour que la créate monte précocement, alors que vous êtes dilué, ça doit être sévère. Ça veut dire qu'il y a un sérieux arrêt de la filtration glomérulaire. Donc il doit avoir accumulé des substances anioniques, des indosés anioniques, qui contribuent à l'acidose. Néanmoins, il a une hypernatrémie à 148, ce qui peut augmenter la diff. Tout comme son potassium à 5,9. Bon là je charrie un peu, parce que 5,9 par rapport à 4, c'est quand même pas beaucoup. Mais j'ai pris le parti là de citer tout ce qui contribue à l'équilibre acide-base, que ce soit grand, que ce soit petit, que ça aille dans un sens ou que ça aille dans l'autre. Vous voyez donc qu'au bout du compte, une situation aussi banale qu'un choc hémorragique rempli au sérum salé isotonique est, en termes d'équilibre acide-base, un vrai hérisson, c'est-à-dire des tas de vecteurs qui partent dans tous les sens, certains vers l'acidose, d'autres vers l'alcalose, des grands, des petits, et que le pH, au bout du compte, le 7,27, il résume tout le tableau, mais enfin il ne l'explique pas point par point. Vous, réanimateur, vous allez corriger comment son pH? Oh je lui passe un coup de bicard, je mets à 7,40, l'affaire est réglée. Non, ça c'est vintage au possible. Vous allez tranquillement attaquer chacun des postes budgétaires. Potassium, il va repisser tout à l'heure parce que je l'ai bien rempli, qu'il n'y a plus d'hémorragie, donc ça va s'arranger. Hyperanionique, 134 de créate. J'espère qu'il n'a pas la nécrose tubulaire aiguë. S'il faut, on le dialysera, mais on va lui assurer un bon débit cardiaque pour qu'il reprenne sa diurèse. La PCO2, elle est un peu, on va drainer l'hémothorax et le ventiler convenablement, en le faisant bien dormir jusqu'à ce que ça guérisse. Les protéines, on ne va pas lui passer de l'albumine parce qu'il a un foie qui marche bien, qui est bien perfusé, tout va s'arranger. Enfin, vous voyez, je vous le résume, vous passez tous les postes pour décider sur lesquels vous intervenez, sur lesquels la nature fera bien les choses, en espérant le trouver normal dans 2-3 jours. Vous n'avez pas un traitement de l'équilibre acide-base, vous avez autant de traitements qu'il y a de constituants qui ont contribué à le déséquilibrer. Ouais. Pardon? Ah, pourquoi il était en hypocalcémie? Vous aidez la collègue?
il a plein de raisons potentielles. La première, c'est qu'il a laissé 2 litres de sang sur le trottoir, lequel contient du calcium, et que la physiologie de l'équilibre calcique n'est pas foutue de rétablir une calcémie à la vitesse qui convient. C'est pour ça que tout polytraumatisé, on l'arrose de calcium pour empêcher l'hypocalcémie. Bon, c'est mieux de doser, de l'arroser de calcium en fonction du dosage, mais enfin, à l'aveugle, on peut le faire quand le saignement était important. Certains disent, il a été transfusé, ils ont raison, parce qu'on transfuse avec du sang, ça c'est bien pour les globules rouges, mais qui ne contient pas de calcium. Parce que ce sang, pour des raisons d'arrêt de l'hémostase, on l'a décalcifié. Donc en fait, bon, c'est une double raison, parce qu'on transfuse normalement d'autant qu'il a perdu, donc le primum movens, c'est d'avoir perdu le calcium du départ et de ne pas l'avoir remplacé. Voilà. Bon, après, il peut y avoir d'autres raisons, mais c'est celle-là la principale. Maintenant, je remplis mon patient au ringeur lactate. 128 dans 140, ça va baisser un peu l'anatrémie. 107, 108 dans 100, ça ne va rien faire. Le ringeur lactate ne modifie presque pas l'équilibre acide-base. Si jamais mon lactate augmente, parce que j'en ai fait plus de 8 litres par heure, chez un patient qui est petit métaboliseur, ça va le mettre en acidose, mais enfin il y a très peu de chances que ça arrive. Alors là, on arrive à un truc amusant. Un patient arrive aux urgences avec une kaliémie élevée, on vous appelle, vous le perfusez avec quoi? Il y a une meilleure réponse. Glucose, insuline. Hein. Bon. Mais, après cette meilleure réponse, s'il faut mettre un liquide comme ça, mettez surtout pas du sérum salé isotonique. Vous allez avoir du mal à faire comprendre ça à l'urgentiste. Parce que l'urgentiste, il va vous dire, ah non, 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 le ringère lactate, j'ai vu, c'est écrit dessus, il y a 5,1, 5,3, 5,4, ça dépend des ringères, de potassium, et le patient est hypercalémique. Donc si je mets du potassium dans un patient hypercalémique, le sérum salé isotonique, il n'y a pas de potassium, zéro. Donc si je mets du sérum salé isotonique dans le patient, c'est bon. Catherine O'Malley, Mount Sinai, New York, 1900, ça doit commencer à dater, non 2005 quand même, attends, il y a 10 ans, 11 ans, prend des patients en transplantation rénale, vous savez, où la tradition est d'arroser de 4 litres dès qu'on a déclampé l'artère pour, comme on dit, relancer la diurèse. Et ça se fait traditionnellement au sérum salé isotonique. Et là, elle se dit, si toutes ces histoires-là, ce n'est pas des bêtises, si jamais je relance la diurèse avec 4 litres de ringère au lieu de 4 litres de sérum phi, je devrais avoir moins d'hyperkaliémie et moins besoin de dialyse qui sont souvent motivés par l'hyperkaliémie post-transplante. Prospectif, randomisé, comité d'éthique et tout. Et voilà le résultat qui effectivement est amusant parce que paradoxal. En ringère lactate, avant au pic et après la chirurgie, la kaliémie, elle n'est pas montée beaucoup. Sérum salé isotonique, elle monte davantage et il y a davantage de dialysés. Voilà, mémorisez le fait que le patient hyperkaliémique, n'ayez aucune crainte à lui donner du ringère lactate, vous courez moins de risque de faire monter sa kaliémie qu'en lui donnant du sérum salé isotonique qui pourtant ne contient pas de potassium, mais contient beaucoup de chlorure qui va entraîner une acidose qui par transfert va faire sortir du potassium de l'intérieur des cellules où il y en a beaucoup pour aller dans le milieu extracellulaire. Ça a été refait en Iran. Bon, alors là on attaque un des derniers et très importants points. Qu'est-ce qui se passe quand on donne du sodium de bicarbonate à un patient? Est-ce que ça l'alcalinise? Ben non, puisque le bicarbonate n'est pas un des déterminants du pH. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Passer du bicar à un patient, ça alcalinise. Pourquoi? Ben voilà, c'est un truc curieux, on n'y avait pas pensé avant. Ce qui fait que le sodium de bicarbonate est alcalinisant, ce n'est pas le bicarbonate, c'est le sodium. Oui, enfin, si je fais du sodium de chlorure, ça ne alcalinise pas, donc ce n'est pas le sodium. Donc le bicarbonate doit bien jouer un rôle. Le rôle du bicarbonate, c'est d'être d'une totale humilité et d'être terriblement volatile. Dès que vous avez mis le sodium de bicarbonate dans le plasma, au premier passage dans la circulation pulmonaire en série, je vous rappelle, il s'en va, laissant le sodium tout seul, lui conférant ainsi un pouvoir d'augmentation de la différence des ions forts, donc alcalinisant, extrêmement importante. Donc ce qui fait qu'un produit est alcalinisant,
c'est sa capacité à augmenter la diff, par baisse du chlorure ou par augmentation du Na, lorsqu'il est donné pour respecter l'électroneutralité, avec une molécule qui a la capacité de se faire rapidement oublier. Est-ce que le lactate de sodium est acidifiant ou alcalinisant? Alcalinisant est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que quand le lactate va passer dans l'artère hépatique ou la veine porte, il va trouver l'hépatocyte qui lui dit « Viens mon petit, on te met dans le cycle de Krebs par l'intermédiaire du passage en acétylcoenzymase, ça fait pas mal. » Et hop, le lactate disparaît. C'est la clairance du lactate. Mais vous voyez que le lactate de sodium, le sodium de lactate, est alcalinisant, mais moins parce que la circulation hépatique n'est pas en série, mais en parallèle. Et il n'y a pas une chance sur 5 d'y aller comme dans l'an 1, on y va quand même moins souvent. Et l'avidité hépatique pour le lactate est bien moindre que l'avidité alvéolaire pour le bicarbonate, si je puis dire, pour le CO2. Donc, ça agit comme du bicar LP. Vous allez alcaliniser moins fort, mais pendant plus longtemps. Et c'est pas mal, finalement. Soit vous mettez le bicar au pouce-seringue, soit vous mettez le lactate vite, et puis après, voilà. Alors, c'est amusant parce que le lactate de sodium, il y a eu plusieurs tentatives pour l'éliminer de la pharmacopée, et on doit aux toxicologues, aux différents services qui dans le pays font de la toxico, et en particulier des intoxications tricycliques, de l'avoir conservé. Pour une raison que je vous raconte, petite anecdote, dans les années 60, quelqu'un s'est rendu compte que quand on faisait passer du sodium de bicarbonate, qu'on appelait bicarbonate de sodium à l'époque, à un malade qui faisait une TS ou quelque chose au tricyclique, on arrivait à réduire le rythme ventriculaire élargi, il pouvait survivre. Mais qu'alors on le faisait remonter dans sa chambre où on le trouvait mort. Donc il s'est dit ce qu'il faudrait, ils n'avaient pas le pouce-seringue et tout à l'époque, ce qu'il faudrait c'est un produit qui soit alcalinisant. Ils sont allés voir le chimiste qui a dit prenez du lactate, il n'y a aucun problème. Chimiste qui avait carrément 30 années d'avance sur les cliniciens. C'est ce qu'ils ont fait, et puis au nom, comme les pédiatres, au nom de cet obscurantisme de la pharmacopée très très spécifique, les gens ont dit ah, grande magie, on leur laisse ça, et puis voilà. Et c'est comme ça que le lactate de sodium, en dépit des tentatives de retrait systématique tous les 2 ans, a réussi à rester. Alors j'en ai parlé avec différents toxicologues du pays en leur disant surtout vous dites à personne qu'on peut faire pareil avec du bicar. Alors, je vous le dis à vous parce que je vous aime bien, mais surtout, ne le répétez pas, ça reste entre nous. Il faut absolument du lactate de sodium. Alors pourquoi j'y tiens absolument? Gardez le sodium de lactate, qu'on ne nous le vire pas du jour au lendemain. Vous ne dormez pas depuis le début quand même. Eh oui, parce qu'on est à l'entrée dans une époque où on va donner du lactate à plein de malades, aux septiques et aux cérébrolésés. Donc ça serait dommage de le retirer du marché à 4,45 €, un truc comme ça, pour qu'il nous revienne à 2 000 € la bouteille dans 2 ans, parce qu'il y aura eu un New England chez le cérébrolésé. Voilà, ça reste entre nous. Donc le sodium de bicarbonate, je vous passe tout ça, vous avez compris comment ça alcaliniser. Il n'y aura jamais d'alcalinisant plus puissant que le sodium de bicarbonate. C'est impossible. C'est comme l'ATP synthase qu'on a vu tout à l'heure. On ne peut pas faire éolienne plus efficace, mais là on ne peut pas faire. Bon, je vous passe ces beaux travaux pour vous poser une question. Bon, ça aussi, on va voir si vous êtes fort. Vous avez l'air, mais on va voir. Pourquoi l'administration de furosémide entraîne une alcalose métabolique? Vous saviez ça quand même. Bon, je me souviens de l'internat, ça entraîne une alcalose ou une acidose. Oh là 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 là. C'était du par cœur complet. Le jour où j'ai compris, ça a été mieux. Bon, ceux qui sont les plus forts en mémorisation savent que ça entraîne une alcalose métabolique. Il y a de ça, mais c'est bien. Au l'hyperaldostéronisme, mettez de côté, ça vient par-dessus. Non, il y a plus simple encore. Comment ça marche le furosémide? On va commencer par là. C'est un inhibiteur des pompes à chlorure au niveau de l'anse de Henle. La pompe à chlorure à ce niveau-là,
C'est ce qu'on appelle une NKCC, c'est une pompe NaK double Cl. Et en inhibant la réabsorption du chlorure, ça empêche le Na de revenir avec et l'eau de revenir avec le NaCl. Donc ça fait pisser de l'eau salée. C'est pour ça que c'est un diurétique natrio-chloro-diurétique. Voilà. Mais ça va faire pisser autant de Na que de Cl, ou de Cl que de Na, alors que dans notre plasma, nous avons plus de Na que de Cl. Et donc, ça fait pisser du sérum Phi, pour parler clairement. Et si je pisse du sérum Phi, je vais élargir ma diff et passer en alcalose. Autrement dit, vous voyez, le sérum salé isotonique est l'antidote du furosémide, ou le furosémide est l'antidote du sérum salé isotonique. Bon, vous avez mieux, vous utilisez ni l'un ni l'autre. Faire à régler. Bon, bravo. Allez, je vais arrêter là parce que on en a vu déjà assez. Déjà, si vous gérez tout ça, c'est superbe. Allez, merci beaucoup. Mini pause. C'est gentil.